Donc, le segment vert ou rouge, on va enlever les points. On sait que Merci, tu as Éloi. gagné, c'est beau, c'est correct. Ouais, là. il fallait que je continue de me vanter de mes bonnes performances. Donc, le vert et rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vous répondez vert, vous êtes en accord, rouge en désaccord. Et vous expliquez par la suite votre choix. Commençons avec les Oilers Edmonton. J'en parlais tantôt. On est sur une bonne séquence. 14 victoires de suite. Donc, l'affirmation va comme suit. Les Oilers fracasseront désormais le record de 17 victoires consécutives de la Ligue nationale de hockey. Donc, on est allé graduellement. On parlait de 15 victoires la semaine passée. Cette fois-ci, ils vont battre le record de l'histoire de la Ligue. Les prochains affrontements, Chicago, Nashville, Vegas, Anaheim. Julien, Rouge. ça Je s'arrête peux pas à quel voir. match? Ça s'arrête quand? Nashville. Je vais aller avec vert. Je suis allé avec rouge la dernière fois pour le 15. Cette fois-ci, je vais avec vert. Puis le match contre Vegas va être vraiment intéressant. Ouais. Éloi? Ben, le match contre Vegas, justement, c'est après la pause des étoiles. Là. C'est le 6 février. Donc, je pense qu'ils vont peut-être avoir perdu un petit peu leur momentum pendant ce temps-là. Fait que rouge, 16 victoires quand même. Pierre-Carl? Moi aussi, je vais aller avec rouge. Je pense que ça va s'arrêter face aux Golden Knights pour la même raison qu'Éloi. Luc? Je vais y aller avec jaune. C'est pas dans les options. Ben, ils vont égaliser le record. Ah, OK. Ouais. Donc, Moi, vert, ils vont avoir le record à tout le moins. OK, bon. Ben, je vais dire vert. Je pense qu'ils vont. Je pense, sachant ce qui est en jeu, ça risque de faire un peu comme les Aces d'Oakland il y a quelques années, il y a 23 ans. Ils vont réussir à légaliser le record. Ils ne feront pas ce que les Aces ont fait, c'est-à-dire d'éclipser le record avant que les Indians de Cleveland fassent mieux. Moi, je pense qu'ils vont s'incliner contre les Ducks. Je pense qu'ils vont être primés pour aller rejoindre le record contre les Golden Knights, mais contre les Ducks. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que les Golden Knights sont quand même amochés un petit peu présentement. Ça va plus ou moins bien. On est dans une mauvaise passe. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils vont remporter les matchs contre les Blackhawks qui sont à toute fin de pratique démunis. Les Prédateurs qui sont dans une course qui se battent pour tenter de se tailler une place. Il y a des Golden Knights à menuiser, mais les Ducks, c'est quand même. J'ai vu pire que ça dans les dernières années du côté d'Anaheim et de San Jose. Moi, j'ai comme l'impression que contre les Ducks, ça risque d'être un petit peu plus difficile. C'est quand même fou parce que là, on se projette, mais ça se peut que ça se termine dès demain soir contre les Blackhawks, une défaite décevante. Puis finalement, on n'a même pas de séquence, mais ça sera à suivre. Dans tous les cas, les Oilers se sont bien redressés. Puis ce qui est intéressant, vu qu'on parle beaucoup de cette séquence-là depuis peut-être une semaine ou deux, c'est de noter quand même que les Blue Jackets de 2016-2017 ont la deuxième plus longue série de l'histoire en termes de victoires. 16 victoires de suite. C'est une équipe qu'on a un peu oubliée, mais qui ont connu une séquence incroyable. Puis ça s'était terminé par un 5-0 contre les Capitals. Donc, ça s'est arrêté sec, mais tout de même, c'est surprenant. On pense à des grandes équipes qu'il y a eu dans l'histoire de la Ligue, mais la deuxième séquence la plus longue, c'est les Blue Jackets de cette année-là. Non, mais probablement Bobrovski voulait donner plus de buts à Ovechkin aussi. Possiblement. Prochaine affirmation. Une équipe de la Ligue nationale de hockey devrait s'implanter à Salt Lake City. Éloi? Ouais, mais on a vu le communiqué tantôt. De mettre de la pression sur la Ligue. Écoute, je pense qu'il y a des villes que je verrais avant Salt Lake City. Je pense qu'aller à 36-40 équipes, c'est trop pour moi. Rouge. Pierre-Carl? Je suis un peu ambigu face à ça. Là. Je vais dire rouge aussi. Là. Moi aussi, il y a d'autres villes qui ont fait surface là, l'année dernière. Là. Je ne pense pas à Québec, là, mais il y a d'autres villes avant Salt Lake City, je crois aussi, qui pourraient arriver dans la Ligue nationale. Comme Houston, je pense qu'on a parlé beaucoup. Luc? Répète-moi ta question. Je veux être sûr et bien certain de ne pas me fourvoyer. Une équipe de la Ligue nationale devrait s'implanter à Salt Lake City. Donc, selon toi, une équipe devrait. Oui. Je vous explique. Question de division, éventuellement, ça ferait peut-être du bien.
Je tiens à vous rappeler que vous allez être vraiment entre ce que j'appelle le plateau mélangé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas loin de Colorado. Ça rajoute une équipe dans le coin de Vegas, Phoenix, ou ben non, si vous préférez, Dallas et Houston avec Minneapolis qui est quand même relativement près. On se retrouve à créer peut-être une bataille naturelle aussi avec Seattle. Il ne faut pas oublier également que l'Utah, il y a quand même beaucoup d'argent économiquement quand même. Il y a quand même un bon secteur économique au niveau des ressources naturelles qui se retrouve là. Vous êtes dans le même fuseau horaire également qu'Edmonton, Calgary. On rajoute une équipe pour diminuer du voyagement aussi. Moi, je pense que Salt Lake City, effectivement, fait partie des 4 formations qu'il devrait avoir dans la Ligue nationale de hockey si la Ligue veut passer à 36. Julien. OK. On parle de 200 000 habitants, ce qui est vraiment pas assez. C'est une ville touristique, par exemple. Très touristique. On a évidemment le lac, on a des réserves fauniques. Il n'y a pas de grosses villes autour. Donc, tu sais, c'est pas comme si on pouvait aller grappiller des banlieues autour ou quoi que ce soit. Là. Il y a Salt Lake City, puis autour, tu sais, la principale ville la plus proche, c'est Denver, mais c'est quand même un petit bout, mais ça reste que c'est quand même proche de Denver. Pour moi, c'est non. Je pense pas que c'est une équipe. Oui, le monde serait fan là, puis tu sais, ça serait correct. Mais tu sais, je me dis, on hésite à aller chercher une ville comme Québec qui a 600 000 de population parce que Montréal à 2 millions est pas trop loin. Puis là, on est comme ben tiens, une petite ville de 200 000 habitants au milieu de nulle part, mais qu'il y a quand même beaucoup de touristes. Je sais pas, moi ça me gosse un peu. Mais écoute. Tu sais, la Ligue nationale ne serait pas à sa première. On parle même de retourner à Atlanta pour une 3e fois. On parle d'Houston, on parle de écoute, l'affaire, par contre, que la Ligue nationale essaie de faire de plus en plus, c'est d'avoir des revenus avec les actifs qui sont autour de la dite place. Donc, on parle, mettons, de Canadien Montréal, c'est qu'il y a plein de condos qui appartiennent aux mêmes propriétaires, puis là, ils se bâtissent autour de l'immobilier. Puis avec ça, il y a des revenus de la Ligue nationale qui sont créés beaucoup. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Washington voudrait déménager, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir d'actifs autour. Donc, ça, par contre, je verrais effectivement des trucs se construire autour d'un aréna à une place où c'est super touristique, du monde qui ont des chalets qui vont passer là du temps. Puis, bon, fait de ce côté-là de la business que je peux comprendre, mais je serais quand même étonné. Disons que c'est vraiment pas mon premier choix là, au niveau des villes. Ce sera pas long, Luc, je vais répondre, puis je te laisse la parole ensuite. De mon côté, je vais y aller avec vert, à condition que c'est parce qu'on monte à 36 équipes. Ben, personnellement, j'aimerais pas monter à 36, mais si on monte à 36, je suis d'accord qu'il y a une formation là. Sinon, je crois justement qu'il y a plusieurs autres villes qui mériteraient d'avoir pas une expansion, mais un transfert, une franchise qui va dans leur ville avant Salt Lake City. Effectivement, c'est une plus petite ville. Je crois que c'est parce qu'on veut développer ce marché-là. Comme Luc le mentionnait, c'est sûr, au niveau du réaménagement des divisions, c'est dans un bon secteur pour eux. Oui. Mais tout de même, je pense quand même qu'il y a des villes comme Houston qu'on a parlé. Même Atlanta, je comprends que c'est la 3e fois, mais je pense quand même pourrait passer devant Salt Lake en termes de marché et de grosseur du marché. Québec, évidemment, revient toujours dans les discussions, mais il y a plusieurs autres villes qui, dans un cas de déménagement, je verrais avant Salt Lake City. Par contre, Salt Lake City vient de faire une faveur à Bettman en proposant justement se rendant disponible la journée des scandales d'Équipe Canada junior. Donc, je pense que Bettman leur en doit une de ce côté-là, puis ça pourrait les aider. Luc? Pour dire le point à Julien aussi, c'est important, ce n'est pas nécessairement le centre-ville qui compte, c'est vraiment la section métropolitaine. Puis voyez-vous, l'aire métropolitaine de Salt Lake City, c'est 1,2 million et demi de personnes. Québec, c'est 835 000. Déjà, juste là, on va chercher 1,5 pour avoir plus de population. Et en plus, c'est plus que la région métropolitaine de Winnipeg aussi. Fait que déjà là, en partant, Salt Lake City est plus populeuse qu'une ville actuellement dans la Ligue nationale de hockey est plus populeuse comme une équipe d'expansion. Et je suis d'accord avec ce que Nick dit. Ça prend, s'il y a une équipe à Salt Lake City, c'est parce qu'on monte à 36. C'est parce que Kansas City est considéré. Houston va avoir son équipe déménagée de Phoenix et aussi Atlanta. Et Atlanta revient dans le circuit et aussi Québec ou Hartford reviendrait.
Donc, ça sera à suivre de ce côté-là. Julien, tu l'as ajouté? Non, ben écoute, moi, je comprends, là, mais je suis juste off. Là. Genre, Salt Lake City, Atlanta. Ouais. Je veux pas être chauvin, là, puis je pense qu'une game qui se joue avec Molson, là, que devant les caméras, il dit ah oui, on aimerait ça avoir une équipe à Québec, mais je suis sûr qu'en arrière, il fait pourquoi ça arrive. Là. Puis c'est mathématique, là. Genre, c'est juste business as usual. Là. C'est pas, ils ont le monopole, puis ils sont bien contents de ça. Mais ça reste que pour moi, ça ne fait pas de sens qu'il y ait ces équipes-là avant Québec. Mais, regarde, c'est ça. Encore là, même sans le choix ou, si on veut, le désir de Molson, ça reste que même pour la Ligue nationale, sachant que le marché de Québec, peu importe qui est les Nordiques ou n'importe quelle équipe qui auront le nom, reviendrait à Québec, même sans avoir cette équipe-là, le Canadien fait le travail pour cette partie-là de la province aussi, parce que les gens à Québec écoutent le Canadien. Donc, c'est pas un marché urgent. Et il y a quand même des gens qui l'écoutent. Il y a quand même des gens qui écoutent, mais il faut que tu te dises qu'il y a quand même une part du marché que tu as perdu parce que, justement, tu n'as plus d'équipe à Québec aussi. Sauf il y a du monde qui sont entêtés. Tu en aurais plus à gagner à Salt Lake City pour la Ligue nationale. Ah, ben oui, absolument. Marché, parce qu'on part de zéro. Oui, là-dessus, je te rejoins 100%. Sauf que le problème va arriver souvent où est-ce que, à un moment donné, à 36 équipes dans la Ligue nationale de hockey, tu vas mettre toutes tes équipes de club ferme. C'est-à-dire que tu vas mettre toutes tes équipes de la Ligue américaine, puis tu vas mettre aussi tes équipes de la East Coast. À un moment donné, oui, les grosses villes veulent avoir des équipes, mais c'est parce que ça te prend 3 divisions en Amérique du Nord. Puis à un moment donné, c'est plate, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde non plus. Sinon, c'est quoi? On va avoir des assistances de 1000 personnes dans la Ligue américaine. C'est un exemple grossier que je donne, mais c'est le principe qui est là aussi. Oui, mais il y a aussi, par exemple, des revenus qu'on ne calcule pas un peu impondérables, mais qui sont pondérables. Justement, tantôt, je parlais des condos puis tout, mais il y a aussi toute la merch, les chandails puis tout. Puis honnêtement, au Québec, ça marchait autant qu'à Salt Lake City, ça c'est clair. Puis il y a aussi justement tout les codes d'écoute à travers le Canada, un match nordique canadien, c'est sûr que ça aussi, ça serait bien plus haut que ce qui, mettons, genre Salt Lake City contre, je sais pas, Washington. Donc, il y a quand même des choses à prendre en considération autres que juste, mettons, puis les deux arénas vont être pleins, là, puis sur Montréal puis sur le Québec, puis à des prix très élevés, là, dans les plus élevés de la nationale, les billets aussi. Donc, tu sais, je suis pas d'accord de dire ouais, mais ils écoutent déjà le hockey. Peut-être qu'au niveau des codes d'écoute provinciales, peut-être qu'il y aurait une petite augmentation, mais pas autant que si, mettons, c'est Salt Lake City. Mais pour tout le reste, là, ça serait dans le tapis, là, peut-être plus qu'à Salt Lake City. Fait que, globalement, cet argument-là, je l'achète pas parce que des revenus, il y en aurait plein. Là. Ça, c'est sûr et certain. Québec serait probablement dans le top 10 des revenus de la Ligue nationale s'il y avait une équipe là. Regardez les revenus des autres équipes. Là, même les Jets, avec des arénas pleins à chaque fois, des chandails qui se vendent, un match là, interprovincial là, entre Montréal et les codes d'écoute. Ça serait dans le top 10 de la Ligue nationale, ça je vous le garantis. Fait que, je n'achète pas cet argument-là. Au-delà des codes d'écoute, je pense aussi, veux pas, c'est parce que l'avantage de Salt Lake City, c'est que tu débloques un nouveau marché pour les droits télé, parce qu'à un certain point, les droits télé sont déjà vendus au Québec. Donc, c'est là peut-être qu'on peut faire de l'argent. Dans tous les cas, pour l'instant, les gens de Québec auront les Kings de Los Angeles à l'automne prochain. À tout le moins pour 2 rencontres. Prochaine affirmation. Nikita Kucherov remportera le Art Ross, remis au meilleur pointeur de la Ligue. Pierre-Carl? Je vais dire rouge. Je pense que ça va être une belle lutte à 2, là, je crois, là, mais je pense que ça va être Nathan MacKinnon, en fait, qui va le remporter. Là. Je le trouve vraiment excellent sur la patinoire. Puis quand il doit aller chercher la deuxième coche, là, Nathan MacKinnon, il met la switch à on, puis il est vraiment difficile à arrêter. De l'autre côté, Kucherov également. Mais je pense que Nathan MacKinnon, au final, va être en avant de lui. On est dans la soirée des beaux commentaires. Vincent qui dit « Bel homme, ça, Pierre-Carl » et Hugo qui dit « Belle chemise, Julien ». Donc, beaucoup de commentaires positifs pour vous les boys. Luc, de ton côté. Rouge. Qui Moi, l'emporte? c'est Connor McDavid. Oh, encore? Oh! Encore. Ouais. Moi, je pense que tout simplement, tu sais, c'est niaiseux, là, mais McDavid, au cours des 20 derniers matchs, et même plus que ça, même des 25 derniers matchs, a seulement été blanchi 2 fois de la feuille de pointage.
Je comprends, McKinnon est vraiment en forme. Il traîne cette équipe-là sur son dos, tout comme Nikita Kucherov. Mais j'ai comme l'impression que McDavid, avec tous les changements qu'il y a eu, et avec l'arrivée d'un certain Corey Perry qui va aider dans ce vestiaire-là, je crois encore aux chances de Connor McDavid. Surtout que je tiens à rappeler qu'avec le mauvais début de saison qu'il y a eu, c'est déjà quasiment un miracle qu'il soit déjà à 60 points en 41 matchs. Julien? Je vais dire rouge, je pense que ça va être McKinnon. Il y a les Conan qui revenaient ce soir au jeu. Ils vont encore avoir encore plus de munitions là, dans les prochaines parties. Il y a peut-être Molendeska, que ça se peut qu'ils reviennent des séries, peut-être un petit peu avant, mais les Conan, déjà, ça va aider. Puis je pense qu'à la limite des transactions, ils vont aller chercher aussi des joueurs, peut-être un centre. Donc ça va aider aussi McKinnon là, dans sa répartition du temps. Fait que non, je pense que McKinnon va gagner cette année, mais ça va être très serré. Pour répondre à Luc, il y a 20 points de différence entre McDavid puis Kucherov. Il reste environ moins de 40 matchs, 35 matchs. Il y en a qui est sur un... ça se peut, mais ça va être limite. Il faudrait que genre McDavid ait à peu près 2,5 points, 2,3 points par match d'ici la fin de la saison, ce qui est quand même... Il l'a déjà fait. Mais ouais, il est capable. S'il y en a qui est capable de le faire, c'est lui. Ça, c'est sûr et certain. C'est le seul qui est capable de faire ça. Fait que, mais ça va être serré, mais ça se peut. Je vais y aller avec vert. Kucherov produit autant que McKinnon. Oui, McKinnon a une saison incroyable. Même, je le disais la semaine passée, pour moi, c'est le trophée Hart cette année. Mais je pense que ce qui avantage Kucherov, c'est que le Lightning est dans une course aux séries et il n'y aura pas le choix de produire jusqu'à la toute fin de la saison. Tandis que McKinnon, oui, si on est en course pour le Hart Trust à la fin de l'année, il va vouloir continuer de produire autant. Mais je pense quand même que l'importance des points de Kucherov va faire en sorte qu'il va produire davantage d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est de McDavid, je crois que c'est peut-être une bonne chose cette année qui ne gagnera pas le Hart Trust parce qu'on voit que dans d'autres facettes du jeu, depuis la séquence, en tout cas, depuis que le changement d'entraîneur du côté des Oilers, il y a eu une belle adaptation dans son jeu, produit peut-être moins, mais aide davantage son équipe, que ce soit en zone défensive ou dans l'ensemble de son jeu. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe qui produit peut-être un peu moins cette année. Puis je dis produit moins, mais ça reste encore une saison exceptionnelle pour lui. Éloi? Ouais, c'est sûr que 20 points, c'est beaucoup à rattraper. Puis Edmonton aussi, leur bonne séquence, ben ils sont en train de la connaître et passer leur bonne séquence. T'sais. Donc, je pense que ça va ralentir un petit peu dans le cas d'Edmonton. Là, juste mathématiquement, je pense pas qu'ils vont gagner leurs 35 derniers matchs en plus des 14 qu'ils viennent de gagner. Là. Donc, ça se peut que pour McDavid, ça ne soit pas tout à fait sur le même pace là, dans les 35 prochains matchs. Puis c'est 20 points de retard. Donc, ouais, c'est pas mal entre McKinnon et Kucherov pour moi. Puis il y a une raison pour laquelle Kucherov est sur ce pace-là, c'est parce qu'il a été incroyable depuis le début de la saison, 80 points déjà. J'ai pas de raison qui me dise Kucherov, ça va ralentir. Donc je vais y aller avec vert. Super. Il nous reste le dans mon équipe pour terminer l'épisode. Donc, je vous présente nos deux choix. Deux joueurs de centre venant de la même QV. On y va avec William Karlsson et Philippe Danault. Donc, quand même des rôles similaires. Danault peut-être un peu plus défensif. En termes de points, évidemment, un petit peu plus de points pour Karlsson. Mais en termes de points par match, Danault produit légèrement plus que Karlsson depuis leur arrivée dans la Ligue nationale. Également, en série, c'est à l'inverse. C'est Karlsson qui domine. Danault a toujours eu des rôles peut-être un peu plus défensifs en séries éliminatoires, a moins d'expérience aussi que Karlsson vu les dernières années des Golden Knights. Et Karlsson a remporté la Coupe Stanley l'an dernier et un Lady Byng également il y a quelques saisons. Donc, je commence avec toi, Julien. Qui est ton choix entre les deux? Ouais, je vais aller avec Philou, là. C'est deux excellents centres two-way, comme on dit. Je pense que Karlsson, son éclosion, il l'a connu dans une excellente équipe, puis Danault, non. Ça, c'est mon principal argument. Puis malgré ça, il y a quand même plus de points par match. Au niveau du coup de patin, j'aime un peu mieux Karlsson. Je pense qu'il y a un meilleur tir aussi. Mais ça risque que c'est deux excellents joueurs, mais j'aime mieux Philippe Danault. Puis bon, tu sais, c'est deux très bons joueurs. Puis bon, en plus, il y en a qui est québécois. Là. C'est sûr que ça joue un peu dans la balance, mais au-delà, mettons qu'il était égal, je prendrais le québécois, mais je donne quand même un léger avantage à Danault globalement. Donc, je vais avec Philou. Hugo va être en désaccord avec toi. Il dit Karlsson hands down, donc désolé pour Philou. Ouais, mais Hugo, il avait juste à être là. Non, c'est pas vrai.
Ouais, ben c'est sûr que le côté défensif joue pour Dano. Bon, Carlson, il y a cette saison de 43 buts qui est assez phénoménale quand même. Là. Ouais, c'est difficile. Dans le fond, ça dépend quel genre de joueur tu veux. Ils sont un petit peu différents. Carlson, il était dans le top 10 nominé au Selkie une fois, Dano 4 fois. Donc, déjà, ça veut dire quelque chose aussi. La Coupe Stanley, ça veut rien dire pour moi parce que Dano, il aurait bien pu à gagner aussi avec le Canadien, puis c'est une bien pire équipe encore. Là. Tu sais quoi, Dano a gagné la série contre Carlson en 2021, fait que je vais y aller avec Dano. Pierre-Carl? Moi, je vais aller avec William Karlsson. C'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup, mais dans une équipe, mettons, qui va aspirer à remporter les grands honneurs, je le vois un peu dans le même rôle. Puis à cause de son rôle, son côté offensif, en fait, à William Karlsson, j'irai avec lui. Oui, il y a plus de matchs, mais quand même un rendement de plus 111, c'est un fait qu'il faut quand même souligner. Puis c'est vraiment lorsqu'il est arrivé dans une équipe d'expansion avec Vegas qui a pris son envol. Puis ça, c'est un fait aussi que je considère. Là, c'est pour son côté offensif, en fait. Luc? Prenez 25 cents, choisissez celui-là que vous voulez. Sérieusement, moi, je vais y aller avec Philippe Dano parce que j'aime un centre qui remporte ses mises en jeu. Pour moi, c'est très, très, très important. Ça va dicter aussi le temps que tu peux avoir en possession de la rondelle, que tu peux enlever aussi aux éléments adverses. Philippe Dano a souvent été utilisé pour, si on veut, réduire au silence l'offensive des autres équipes. C'est un joueur qui n'a jamais eu la chance offensivement de vraiment bien être exploité, surtout à Montréal. Puis il a été tellement un élément important, juste pour se rappeler de 2021, à quel point tu le mettais contre n'importe qui, il était capable de réduire peu importe le trio offensif auquel il faisait face. Karlsson, je l'ai toujours vu un petit peu plus offensif sur une deuxième ligne, mais offensif, pas nécessairement en repli défensif. Fait que juste à cause de ça, moi, je pense que j'y vais avec Philippe Dano. C'est très serré. Je pense que je vais y aller avec Dano pour un moment. Des bons souvenirs, mais... Il montre la pizza. Oui, exactement. Donc, lors des séries éliminatoires de 2021. Je pense que dans une équipe qui veut aspirer à la Coupe Stanley, tu as besoin de gars comme Philippe Dano. Puis, tu sais, quand tu peux avoir en plus le luxe, comme exemple les Kings, de l'avoir comme deuxième et possiblement troisième, tout dépendant de comment tu joues dans ta formation. C'est vraiment un luxe, c'est le cas de le dire. Du côté de Karlsson, un atout important quand même aux Golden Knights pour les conquêtes de la Coupe Stanley, mais je crois que c'est peut-être un type de joueur que tu retrouves un peu plus partout dans la Ligue nationale. Donc, oui, il va se produire offensivement, mais on n'aura pas l'apport défensif qu'un Dano peut t'amener. Et un peu comme Luc le disait, c'est sûr que présentement, peut-être un peu moins de minutes offensives, ce qui font en sorte qu'il produit un peu moins offensivement. Quoique les Canadiens, avec le temps de jeu qu'il avait sur le premier trio, pouvaient l'avantager, mais ça reste que dans l'ensemble, je crois que Philippe Dano est peut-être un petit peu plus complet que Karlsson, mais les deux s'équivalent quand même. Ils vont avoir une très belle carrière. Julien? Je veux juste dire que cette année, William Karlsson, je dis bien cette année, a un pourcentage de 4,4% de plus que Dano. William Karlsson, c'était le meilleur des mises en jeu de 4%. Dans les mises en jeu. Ouais. Mais, de mémoire, mettons dans les premières années, je sais que Dano était meilleur que Karlsson, mais Karlsson, dans les 2-3 dernières années, il a vraiment s'amélioré dans son mise en jeu.